Donc, je n'ai pas préparé cette présentation-là toute seule. J'ai eu beaucoup d'aide de Sarah Delisle et Sylvestre Delmotte qui travaillent sur le projet également. Donc, aujourd'hui, comme M. Jarret vous l'a mentionné, je vais vous parler un peu comment s'adapter au climat futur de la Montérégie. Donc, je vais rapidement vous présenter le projet Agri-Climat. Ensuite, vous parler des changements climatiques dans la région, ce qui est à venir, puis quelles conséquences, puis comment s'adapter en grande culture. Bien, pourquoi un tel projet? Bien, principalement pour sensibiliser et informer les producteurs et les intervenants. Puis c'était également l'objectif d'élaborer des plans régionaux, d'adaptation régionaux. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont participé d'ailleurs. Il y avait la plupart des fédérations de l'UPA ont participé au projet avec de nombreux partenaires. C'était financé par le ministère de l'Environnement, coordonné par le CEDAC. Donc, depuis 2018, il y a eu beaucoup de rencontres, des groupes de travail, des conférences. Au total, il y a près de 4000 personnes qui ont été informées là, à travers ce projet-là depuis 2017, dont la moitié étaient des producteurs agricoles. Ici, c'est le groupe de travail de la région, donc principalement des producteurs, des intervenants de différentes productions. Et j'arrive maintenant aux changements climatiques qui s'en viennent. La première chose que je voudrais vous mentionner, c'est de faire peut-être la distinction entre les changements climatiques puis les variations météo. Ici, ce qu'on voit, c'est dans le fond, à travers les années, la température moyenne qu'on a dans la région. Donc, ici, par exemple, sur la ligne, on est à 6 degrés. On voit qu'on a des années à 7 degrés, on a des années à 5. Ça fait partie des variations météo. Ce n'est pas des changements climatiques, mais on voit quand même une tendance à la hausse. Quand on parle de tendance, bien là, on est plus dans les changements climatiques. Même chose pour les précipitations. Vous le savez, on a des années mouilleuses, des années où on avait même jusqu'à 1200 mm par année, alors que l'année précédente, on pouvait avoir eu un total de 800 mm pour la saison. Donc, un des responsables de ces changements climatiques-là, c'est les gaz à effet de serre. Donc, on voit que depuis le début des années 1850, les gaz à effet de serre, dont principalement le CO2, ont continuellement augmenté. Ça, c'est le réel. Ensuite, comment on prédit le climat? Bien, pour prédire le climat, il faut identifier les quantités de gaz à effet de serre planétaires, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc, on suit sur les tendances mondiales, puis il y a des scénarios qui sont faits dépendant si on réduire fortement les gaz à effet de serre, ce qui est très peu probable. Réduction importante, ce qui est de moins en moins probable. On risque d'être plus dans cette zone-là. Donc, les résultats qu'on vous présente aujourd'hui, c'est, dans le fond, un scénario plausible, c'est-à-dire une augmentation moyenne des gaz à effet de serre. Donc, au niveau de la Montérégie, ça vous donne un portrait à travers l'année de la température. Est-ce que vous voyez mon curseur quand je le bouge? Pas nécessairement. Non, on ne le voit pas. Ah, OK, bon, d'accord. Donc, en haut, vous voyez la température moyenne. Donc, on voit que c'est plus froid en hiver, puis plus chaud en été. La température moyenne de l'année est à 6,5. Précipitation totale à 1040. Donc, souvent, quand on fait référence à l'historique, c'est de 1980 à 2010. Et quand on parle du futur, on parle de 2040 à 2070. On réfère souvent en parlant d'une moyenne 2050. Donc, à quoi ça ressemblerait en 2050? On parle de 2,7 degrés d'augmentation. Il y a rien qu'à sauter sur quel piton ou sur... Je n'ai pas entendu la question. Je ne pense pas que ça s'adressait à toi, la question. D'accord, c'est bon. Donc, l'augmentation de température, on parle de 2,7 degrés. Donc, c'est la ligne rouge. On voit que l'augmentation de température est assez homogène à travers l'année, peut-être un petit peu plus élevée durant les mois d'hiver, alors que les précipitations, on voit une augmentation des précipitations, contrairement à ce qu'on pourrait penser ces jours-ci.
Des augmentations l'hiver, même le printemps, encore là, contrairement à ce qu'on vit depuis 2 ans. L'été, ça serait assez semblable, puis l'automne, un peu plus de précipitations. Mais on va le voir un petit peu plus en détail. Donc, si je compare l'historique qu'on a de 81 à 2010, qu'on était habitué, mettons, de voir, là, du climat de la vallée du Saint-Laurent et de l'est de l'Ontario, à quoi ça ressemblerait en 2040-2070, bien, on comparait plus ça aux valeurs historiques de l'Ohio, la Pennsylvanie ou de l'Indiana. Si on parle de température et de précipitation, là, les sols ne viennent pas avec, là, malheureusement, ou pas. Donc là, ben, vous allez me dire, ben, c'est quoi le problème? Parce que c'est pas si pire que ça là-bas pour l'agriculture. Ben, ça dépend, mais si on réussit à s'adapter, parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des potentiels intéressants qui viennent, mais également des impacts qui sont potentiellement plus négatifs. Donc, je vais faire le tour un petit peu saison par saison. Ça va pour l'instant, il n'y a pas trop de questions? Non? Donc, si on parle de l'hiver, en termes de durée d'enneigement, présentement, bien, quand je dis présentement, là, c'est 99 à 2010, donc c'est déjà terminé. On parlait d'en moyenne 123 jours dans la région. Puis chacune des cartes que vous allez voir, dans le fond, on a la Montérégie-Ouest, la région de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est vraiment, ça a été fait comme ça à travers le Québec là, pour chaque région. Donc, on avait 123 jours d'enneigement. On perd 40 jours d'enneigement. Donc, désolé pour les amateurs de motoneige et de ski, c'est la partie un peu plate. Et l'épaisseur de neige maximale aussi diminuerait de 42 %. Donc, c'est comme si on passait de 4 mois avec de la neige à seulement 3 mois. L'hiver va commencer plus tard. Il va y avoir moins de neige, sauf dans le secteur montagneux. Là, vous allez me dire, bien là, c'est pas ça qui est arrivé dernièrement. Hein? Vous vous rappelez ces petites années-là, là, c'est quoi ça? C'est 2019, 2018-2019 ou 2019-2020, là, où on a vraiment 2019. Bon, on a vraiment eu de la neige, des couverts de neige qui sont arrivés tôt. Hein? Mais dans le fond, c'était déjà arrivé les dernières années, effectivement. Hein, la neige arrivait plus comme en décembre. Ces années-là sont arrivées plus en novembre, mais ce n'était pas la première fois que c'est arrivé. Ce ne sera pas la dernière fois non plus, mais quand on regarde ce que les modèles, là, vous voyez toutes sortes de modèles qui disent toutes sortes de choses, bien, la tendance est quand même que la première neige de plus de 2 cm va arriver de plus en plus tard, mais on va encore avoir des variations annuelles. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Les variations annuelles, ils vont continuer, mais la grande tendance, c'est que la neige va arriver de plus en plus tard. Donc, en résumé, un hiver plus court, qui va arriver plus tard, plus de redoux, de périodes de gel-dégel, des crues printanières plus tôt, avec un débit d'eau plus important en hiver. Malgré ce qu'on a vécu au cours des dernières années, où on avait la date de la première bordée de neige de 2 cm et plus va être de plus en plus tard, et l'épaisseur de neige va diminuer progressivement. Donc, quels vont être les impacts pour l'agriculture? Bien, on s'en doute, hein, qui dit plus de précipitations liquides également, bien, ça va être un stress peut-être plus important pour nos sols. On risque d'avoir, on prévoit plus de ce genre de choses-là, d'érosion des sols, perte de nutriments. Donc, comment s'adapter à ça? Bien, c'est sûr que c'est déjà commencé. Il y a des choses qu'on va vous présenter aujourd'hui. Vous allez dire, bien, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Effectivement, on commence déjà à s'adapter. Donc, des aménagements de surface. Il va falloir bien gérer l'eau dans nos champs. Ici, un exemple, il y a plusieurs personnes qui ont déjà commencé à faire des plans de micro-topographie là, avant de niveler des champs. Donc, des champs qui ont... là, c'est un peu amplifié, mais qui ont un trou et une bosse, entre guillemets, bien, on essaie de faire justement, d'éviter les zones d'accumulation d'eau. Ici, là, les pentes ont été amplifiées pour le besoin là, de la présentation, mais justement pour essayer de garder Salut, un l'eau. grand café, décaf. Pour avoir de l'eau qui sort de manière plus homogène là, pour ne pas avoir de problème d'érosion. Sinon, l'autre chose également qui serait intéressant de faire, c'est de couvrir nos sols.
Donc, qui dit couvrir les sols, ben, on parle de semi-direct, on parle de travail réduit. Pourquoi faire ça? Ben, physiquement, les résidus, on le voit, ils protègent le sol. L'autre chose également qui se passe, particulièrement avec le semi-direct, c'est qu'on favorise des macropores, des gros trous de verre de terre, tout ça qui aide à l'eau à s'égoutter rapidement quand on a des coups d'eau, par exemple. Puis l'autre chose, ben, c'est de favoriser la formation d'agrégats stables. Donc, ça fait que quand, encore là, on a de l'eau, ben, ça aide à réduire les pertes. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Bien, ici, c'est les matières en suspension dans un bassin versant où il y avait une partie où il y avait eu des cultures de couverture, puis l'autre qui n'en avait pas. Donc, on voit que les moments où on a le plus de matière en suspension dans l'eau, bien, vous voyez ici, là, c'était en avril, donc à la fonte des neiges. Ça, ce n'est pas une surprise. Hein? Le plus gros des pertes se fait souvent à ces moments-là. Donc, la différence entre les deux événements, c'était l'année suivante. Bien, on voit que dans la partie où on avait fait des interventions, entre autres des cultures de couverture, on n'avait pas réduit complètement les pertes, mais on les avait diminuées grandement. Donc, c'est une manière de diminuer les pertes et les impacts. Parce que dans le fond, c'est le meilleur sol qu'on perd à ce moment-là aussi. Quand on parle de couvrir les sols, ben, vous le savez, hein, ça veut dire culture de couverture. C'est sûr que des cultures après des cultures courtes, des cultures de couverture endérobée après des cultures courtes, c'est quelque chose qu'on fait déjà, on le voit de plus en plus. Après les cultures de conserverie, les céréales, ça c'est relativement facile. Mais bon, si notre saison de croissance s'étire, ben, c'est ce que ça veut dire qu'après le soya, on fait des tentatives un peu après le soya, des années ça fonctionne, des années ça fonctionne moins bien. Est-ce que ça serait une possibilité à ce moment-là, un endroit de plus pour faire des engrais verts? Si on a des saisons plus longues aussi, ben, est-ce que ça nous permet d'intégrer des espèces peut-être qui demandent plus de temps de croissance, qu'on fait moins présentement, par exemple comme des légumineuses, des choses comme ça qui ont des valeurs ajoutées. Donc, ça, c'est toutes des choses qui pourraient s'intégrer. Sinon, dans ce qu'on voit de plus en plus, hein, nos automnes sont de plus en plus verts. Le seigle, par exemple, ici, après un maïs en silage ou après un maïs sucré, c'est quelque chose qui s'intègre très bien. Puis au niveau des intercalaires, c'est sûr qu'on est toujours un peu en mode essai. La recette parfaite n'est pas facile à trouver. C'est sûr que ce qu'on voit de plus en plus, on a commencé à la voler. On se rend compte, dépendant des saisons, que si on n'a pas de pluie, le résultat est parfois décevant. Donc là, on se tombe plus par des semis avec des semoirs ou avec des manières d'incorporation. Il y a eu des essais qui ont été faits dans le seigle, entre autres, avec des résultats intéressants durant la croissance, mais à l'automne, durant la période de croissance du maïs, mais à l'automne, des fois, c'est un peu décevant. S'il y avait un essai qui avait été fait avec du pois, sinon, tout ce qui s'appelle riz gras, c'est toujours quand même intéressant. Avec du radis aussi, il y a quand même des choses intéressantes à ce niveau-là. Qui dit hiver plus doux, bien là, on se pose la question, si on a moins de neige, la survie de nos céréales d'hiver. Ça, c'est l'aspect comme négatif. Mais d'un autre côté, on va avoir des grands froids moins présents. Donc, est-ce que ça va faire que, en bout de ligne, si nos sols sont bien égouttés, on va réussir quand même à réussir nos céréales d'automne? L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est dans le choix des cultures et des variétés. On voit des différences au niveau des variétés. Ici, il y avait un article dans le Bulletin des agriculteurs où on parlait du seigle. On sait que le seigle a une meilleure survie à l'hiver que le blé d'automne, mais il y a le seigle hybride qui a des potentiels de rendement plus intéressants que le seigle. Donc, à ce moment-là, ça devient une culture qui peut-être serait mieux adaptée là, à nos régions. Sinon, au niveau du stade optimal visé pour la survie à l'hiver, idéalement, on veut être au moins au débutalage. On sait que ça influence grandement le potentiel de rendement pour l'année suivante. Donc, c'est sûr que si on a une saison qui se poursuit un peu plus, qu'on réussit à faire notre semis à une période optimale, on améliore nos chances de survie et nos potentiels de rendement. L'autre chose aussi, c'est on va avoir peu ou moins de neige, mais si on est capable de la garder le plus possible. Donc, par exemple, de faire un semi-direct sur des chaumes. Ici, c'était un exemple, c'était un chaume de canola.
La présence d'un chaume aide à garder la neige. Puis c'est sûr que la neige, vous le savez, hein, c'est un excellent isolant. Donc, ça peut faire, dans l'Ouest canadien, il avait fait des suivis où il voyait une différence de 10 degrés à une profondeur de 5 cm dans le sol quand il y avait eu un chaume comme ça pour regarder la neige ou pas. D'ailleurs, dans l'Ouest, ils ont développé une espèce d'indice du potentiel de rétention de la neige. Donc, dans le fond, c'est une question d'avoir un ratio intéressant. Soit qu'on a des tiges assez hautes, mais qu'on peut se permettre d'en avoir moins, ou si on a des tiges plus courtes, il faudrait en avoir plus au mètre carré. Eux, le ratio magique qu'ils avaient trouvé, c'est environ 40. C'est l'équation qu'ils prenaient pour la trouver, donc 40 avant le semis. Par exemple, un retour de céréales, on parle d'un ratio d'environ 80, donc ce qui est quand même optimal pour ça. Sinon, un retour de canola ou de lin, il parlait entre 30 et 50. Donc, ça vous donne un indice, une idée du principe là, en arrière de ça. Il y a des gens qui ont essayé des choses, entre autres, vous avez peut-être déjà entendu parler des clôtures de lin que Paul Caplette faisait là, dans son semis de blé d'automne qui était fait après les pois. Donc, c'est des idées comme ça qui peuvent des fois aider un petit peu, donner un coup de pouce là, pour la survie. Des conseils pour ça. Est-ce qu'il y avait une question? Non? Si on parle du printemps maintenant, donc, on parlait d'un printemps finalement plus hâtif. Au niveau de la saison de croissance, historiquement, on avait environ 216 jours de croissance. Maintenant, on tomberait à 239 jours. Ça, c'est quand même intéressant. La saison de croissance, on commence à la mesurer quand on a pendant 5 jours consécutifs une température supérieure à 5 degrés, 5,5 degrés. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, le dernier gel, encore là, il va y avoir des variations saisonnières encore. On va peut-être en avoir encore là, des gels le 1er juin. Là. Mais en moyenne, ça va passer du 30 avril au 18 avril. Donc, une saison de croissance plus longue qui commence plus tôt au printemps. Là, la question que vous vous posez, là, il me semble que tu as dit tantôt qu'il y aurait plus de pluie au printemps. Ouais, contrairement à ce qu'on voit depuis 2 ans. D'ailleurs, à ce sujet-là, les calculs ont toujours été faits 3 mois par 3 mois. Tu sais, le printemps, décembre, janvier, février. Le printemps, c'est mars, avril, mai. Mais on va avoir l'équipe va avoir les données au courant de l'été par mois pour voir s'il y a quand on parle du printemps, est-ce qu'on va avoir une période sèche, par exemple, en mai? Donc, pour voir s'il n'y a pas une autre tendance qu'on n'avait pas vue, là, parce que veut pas, les 2 derniers printemps nous questionnent aussi. Là. Mais théoriquement, qui dit printemps dit un peu plus de pluie. Donc, on parle de 26 mm de plus que par rapport à présentement. Ça ici, c'est la pluie moyenne qu'on a au printemps pour les mois de mars, avril, mai. Donc, encore là, comme mentionné dans d'autres exemples tantôt, on voit qu'on a des printemps humides là, avec 400 mm, puis on en a d'autres qui sont très secs. Donc, on va continuer encore là d'avoir une variation saisonnière. Mais si on regarde au niveau de la tendance, là, avec une pluie printanière devancée, l'entrée au printemps ne devrait pas nécessairement être retardée, là, ou c'est ça. Ça va vraiment dépendre des pluies qu'on va avoir, là, qui ont tendance quand même à augmenter, mais il va faire plus chaud, puis il va y avoir moins de neige à fondre, ça c'est certain. Unité thermique. Donc, l'historique, on parle de 3200 unités thermiques. C'est pas présentement, vous n'achetez pas nécessairement du 3200. On s'entend que ça, c'est le total durant la saison. Vous achetez un hybride, par exemple, de maïs là, de 2900. Donc, il y a une partie des UTM qu'on n'utilise pas finalement pour notre culture de maïs. Donc, si on compare le total toujours, on ajouterait quand même un 825 unités thermiques, ce qui est quand même beaucoup. Ce qui voudrait dire comme un 4000 unités thermiques en 2050. Mais comme on mentionnait, on n'a pas accès à tous ces items-là, dépendant quand est-ce qu'on sème puis quand est-ce qu'on
qu'on récolte. Puis il ne faut pas oublier que si on a un petit peu plus de pluie à l'automne, ben, on ne veut pas nécessairement être dans le champ trop tard à l'automne non plus. La moins bonne nouvelle, c'est le nombre de jours en haut de 30 degrés Celsius. Donc, historiquement, on avait à peu près 9 jours. Là, on passerait à 24 jours de plus. Donc, ça, c'est quand même chaud. En termes, donc, ce qui veut dire, si on n'a pas plus de pluie, ça veut dire qu'au niveau d'un déficit hydrique, on va s'attendre à avoir plus de déficit hydrique. Le déficit hydrique, dans le fond, c'est la différence entre les précipitations moins l'évapotranspiration d'une plante style gazon au foin. Là. Donc, on aurait comme un 50 mm de déficit hydrique supplémentaire. Donc, on passe de moins 76 à 126. Puis, quand on va avoir des précipitations, il faut s'attendre à avoir des précipitations intenses plus souvent. Donc, ça ne sera pas des belles petites pluies fines là, comme on aime. Là. Il va peut-être mouiller moins souvent, mais quand il va mouiller, il risque de mouiller. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est le nombre d'épisodes de 5 jours sans pluie consécutifs. Donc, si on regarde, par exemple, la station météo de Saint-Hubert, qui est en Montérégie, là, qui est soulignée, qui est encerclée en rouge, on voit qu'on passe d'à peu près de 10 périodes à 12. Donc, on voit une augmentation de nombre de périodes de 5 jours sans pluie. Si je regarde le nombre de périodes de 10 jours sans pluie, ça, il n'y a pas vraiment d'augmentation de prévue à ce niveau-là. Donc, au niveau déficit hydrique, c'est une autre manière de le montrer entre les différentes régions. Vous voyez, l'Outaouais est la région où le déficit hydrique est le plus important, là, suivi de la Montérégie. Donc là, vous allez me dire, hey, oui, on va semer des variétés à cycle plus long. Oui, effectivement. Mais encore là, il faut être conscient de la variabilité des UTM. On dirait qu'on a eu des... Je ne me rappelle plus les années. On a eu le bug de l'an 2000. Ensuite, on a eu 2009. Puis ça, c'était 2019. Oui, c'est ça. Où on a eu des fois des fins de saison un peu abruptes. Donc, ça va encore se produire. Là. On le voit, la tendance quand même est à plus d'UTM, mais des variations, on va en avoir d'autres, donc il faut quand même faire preuve de modération. Sinon, ben, on le sait, on parle d'eau depuis tantôt. La compétition pour l'eau, ça va être quelque chose qui va être réel. On a comme des printemps de pratique depuis 2 ans. Donc, comme dizaine de mes collègues, le seigle, ça peut être ton meilleur ami, mais ça peut également être ton pire ennemi. On l'a vu, je vous dirais plus l'an dernier, dans le sens qu'on ne s'est pas méfié. Le seigle, on l'aime au printemps parce qu'il repart rapidement, il absorbe de l'eau. Donc, quand on a un printemps humide, ça nous permet, par exemple, si on est en semi-direct, d'assécher notre sol plus rapidement et d'avoir un beau lit de semences. Bien, on a vu en 2020 que, oh là là, c'est le seigle qui gagne, ce n'est pas le maïs. Ici, on avait une bande de soya qui avait eu du seigle versus qui n'avait pas. Mais on voit que le seigle, là, avec la longueur des résidus, avait quand même eu le temps de croître. Donc, c'est sûr que dans le cas d'un printemps très sec, il faut penser à tirer la plug et le détruire chimiquement, là, souvent ce qui peut être le plus simple. Donc, quand même, prudence avec ça. Mais si on a un printemps humide, on va être content qu'il fasse sa job. Là. Est-ce que je peux te poser une question, Patricia? Absolument, M. Gertin. Regarde, moi, je suis une des victimes du seigle en 2020. Et puis, je suis encore marqué de ça. Ouais. Et puis, sur la photo de gauche, c'est vraiment évident. À chaque ronde qu'il y a eu du seigle, le maïs n'a pas levé ou il est tout petit. Ouais. Paul Caplette, dans un de ses vlogs, il disait que lui, il préférait donner un petit coup de vibro avant de semer pour justement enlever comme les racines ou empêcher. Il pense que même s'il est mort, le seigle, il continue à sécher le sol. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, ça dépend. C'est un effet comme de paille.
Puis des fois, tu sais, on parlait tantôt des macropores, par exemple, en semi-direct, ou qui, on est content, c'est comme ça assèche, mais quand il n'y a plus d'eau, on aimerait ça mettre le bouchon, tu sais. Puis c'est un petit peu quand on... Vous me corrigerez, là, mais j'ai un agronome senior qui me dit ah, les vieux, ils disent toujours quand on bine, quand on sarque dans le jardin, c'est comme ça équivaut à une petite pluie. Hein? Donc, je pense que l'idée en arrière de tout ça, c'est on brise la capillarité un petit peu, là, qui fait que on continue à perdre de l'eau. Là. Donc, c'est sûr que dans le cas de. L'idée n'est pas folle, effectivement, là, de dire de vouloir un petit peu comme briser ça. Mais c'est sûr, ça dépend, il faut voir. Là, si, ça dépend de ce qu'on entend par travail de sol. Si je sors de la motte et que j'essaie de semer là-dedans, ben ouf, c'est pas évident. Là. Mais je pourrais comprendre ce qu'il veut dire par faire un petit travail de sol pour. Mais en tout cas, on va voir. On a vécu un peu la même chose cette année, sauf que la différence cette année, c'est qu'on était moins tolérants. Là. Moi, je me suis fait pogner dans un champ en 2020, puis cette année, là, on avait le bouton, on était prête là, à le détruire. Là, je n'ai pas mis de photo là, dans cette présentation-là, mais les gens qui ont fait qui faisaient des premières coupes de foin de seigle, là, dans le fond, c'était des super beaux rendements, mais après ça, c'est ça, tu ne peux pas semer n'importe quoi là-dedans. Là, c'est ça. Est-ce que je peux me permettre une deuxième question? Oui, absolument. Regarde, cette année, moi, j'ai eu une repousse de blé. Et puis, pour éviter ces inconvénients-là, je l'ai détruit assez tôt. Mais le problème, le sol est venu tellement dur. C'est un champ qui a été semé à main sucrée. Puis, écoute, j'étais le dernier semé. C'était semé le 24 juin, ça. Il est venu tellement dur, ce champ-là. À un moment donné, je me demandais quoi faire avec. Puis là, je regrettais un peu d'avoir détruit aussitôt mon blé, là, qui est la repousse de blé. Est-ce que tu aurais une culture de couverture à me proposer qui laisserait le sol plus friable, même si je dois le semer un peu plus tard? Bonne question, parce que ce que vous dites là, on l'a vu même sans culture de couverture, là, où, tu sais, moi, dans ma tête, là, les gens, ils n'avaient pas travaillé dans des mauvaises conditions là, quand ils ont fait leur semis, là, mais c'est venu tellement, quand c'est venu sec, c'est venu tellement dur que c'est quasiment venu des couches indurées, puis là, les racines avaient de la misère à pénétrer là-dedans. Là, les racines aussi ont besoin d'eau pour pousser, là. Donc, surtout quand c'est dur, donc j'y réfléchis à cela. C'est une bonne. Parce que, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, le problème de la sécheresse d'été, on peut encore vivre avec, parce que là, on a du système racinaire de fait, mais de la sécheresse de printemps, comme on vit depuis 2 ans, ça ne laisse pas droit à l'erreur. Tous les petits défauts, les petites choses pas égales, la profondeur pas tout à fait exacte. On a, habituellement, la pluie, elle nous efface tout ça, là. Mais là, on ne l'a pas eu, cette pluie-là, à plein d'endroits. Là. Donc, ça serait à réfléchir. On est en mode apprentissage, nous autres aussi. Là. C'est bon? Oui, Patricia, merci beaucoup. Parfait. Sinon, dans les autres difficultés, quand on pense à nos céréales de printemps, si on a un été sec, ben, les céréales de printemps, ils n'aiment pas ça du tout. Donc, les deux stratégies qu'on peut avoir, c'est bon, de toute façon, on l'a vu cette année, les céréales d'automne ont souffert quand même, ils n'ont pas aimé la sécheresse, mais on voit que le potentiel de rendement est quand même moins affecté que les céréales de printemps. Le système racinaire est déjà présent. Sinon, ben, de faire un semis le plus hâtif possible. Le semis direct, par exemple, sur un retour de soya nous permet de faire ça. Depuis quelques années, là, on voit quand même que des fois, ça permet de faire notre semis là, une semaine ou en tout cas d'attraper une fenêtre de beau temps là, tôt au printemps. Donc, ça, je pense que c'est une stratégie à privilégier. Puis, c'est sûr que avec la céréale d'automne, normalement, les piaisons vont se faire au début du mois de juin, une période qui est habituellement un petit peu moins chaude. Donc, ça peut être plus intéressant de faire nos céréales à ce moment-là.
Sinon, au niveau des impacts pressentis, ben, nos pressions de ravageurs, est-ce qu'elles vont être plus importantes? C'est sûr que des augmentations de température, ça peut vouloir dire des densités de population plus élevées. Certains insectes qui vont faire plus de générations par année. Des fois, des aires de répartition qui vont s'agrandir. Puis, dans certains cas, des meilleures survies hivernales. Par exemple, la punaise marbrée, qui n'est pas un insecte qui est présent au Québec depuis 2014, mais qu'on ne voyait pas trop encore pour l'instant. Ce n'est pas la punaise brune qu'on voit des fois dans le maïs, là, nous faire des petits dégâts. Mais celle-là est à surveiller. Plus les changements climatiques vont être importants, plus l'adulte va être présent sur une plus longue période de la saison, puis potentiellement faire des dommages. Mais en même temps, il y a quand même une partie d'inconnus. Par exemple, le puceron du soya, qu'on connaît au Québec depuis 2001. Dans son cas, lui, ben, les hausses de température, il n'aimera pas ça. Ça va réduire les populations, mais en même temps, les hivers doux permettront aux pucerons de passer l'hiver, donc il apparaîtrait plutôt au printemps. Donc, ça va dépendre quelle composante va avoir le plus d'effet. Au niveau de nos mauvaises herbes, ben, qui dit augmentation de gaz carbonique dans l'atmosphère, ça peut avoir un effet fertilisant sur certaines mauvaises herbes. Puis, eux autres, hein, on le sait, ils ont une grande diversité génétique, puis ils s'adaptent malheureusement plus rapidement que nos cultures. Donc, il y a deux types de plantes. On parle des plantes C3, là, ça a rapport avec la méthode de photosynthèse. C'est la majorité des mauvaises herbes en Amérique du Nord, comme ce beau chénopode. Ben, lui, il profite de l'augmentation de la concentration en CO2 de l'atmosphère. Dans la littérature, on voit que cette augmentation de CO2-là pourrait nuire à l'efficacité du glyphosate, sauf que les stress hydriques vont le défavoriser. Je ne sais pas comment vous faites avec le chénopode les dernières années. Moi, je ne l'aime pas beaucoup. Souvent, on dit le chénopode, c'est facile à faire tomber, un petit arrosage de glyphosate. C'est pas ça qui se passe, là. On le voit quand on est en période de canicule. Le chénopode, il dépose beaucoup de calcium dans sa cuticule là, sur les feuilles, ce qui interagit avec le glyphosate, ce qui fait que aux doses qu'on met habituellement qui fonctionnent, ils ne fonctionnent plus. On ne parle pas de résistance, mais il faut mettre des doses plus élevées. Donc, on commence à changer nos stratégies chez les producteurs. On a tendance à arroser plus tôt parce que s'il vient là, plus que 3-4 pouces, déjà, il est beaucoup plus difficile à faire tomber. Dans certains cas, des arrosages résiduels peuvent être intéressants quand on a de l'eau, encore une fois. Ou sinon, il va falloir repenser un petit peu à un peu de contrôle mécanique parce que ça devient assez difficile. Sinon, il y a d'autres types de mauvaises herbes qui sont plutôt des C4. Eux autres, c'est pas tant le gaz carbonique qui vont profiter de l'augmentation de température, donc potentiellement des levées plus précoces, des croissances plus rapides. Au niveau des maladies, encore là, augmentation de carbone dans l'atmosphère. Donc, ça peut avoir différents impacts sur la physiologie qui vont avoir un effet variable selon le type de pathogène. Puis aussi, ça va avoir un impact au niveau de l'humidité. Donc, dans certains cas, ça peut limiter l'entrée de certains pathogènes. Ça peut faire que nos plantes vont être plus ligneuses. Donc, dans certains cas, peuvent avoir une meilleure résistance. C'est sûr que la principale adaptation qu'on va devoir faire face à la pression des ravageurs plus importants, ça va être vraiment d'avoir des veilles pour les nouveaux pathogènes. Quand même, au Québec, on est quand même gâté par rapport à d'autres régions là, avec le réseau d'avertissement phytosanitaire, le RAP, où on a quand même beaucoup de dépistages qui se font, puis on se communique l'information. Donc, ce dépistage-là va devoir être renforcé vraiment pour s'adapter au changement là, de cycle, puis potentiellement de seuil d'intervention des ennemis de culture. Puis aussi, varier nos méthodes de lutte. Il y avait un article où il parlait que la hausse des températures aurait un impact sur la production des protéines BT, potentiellement une diminution. Donc, qui dit moins de protéines BT, est-ce que ça veut dire qu'on a une moins bonne protection là, selon de la plante envers certains insectes? Puis, comme mentionné, l'efficacité de certains pesticides pourrait être réduite dû à la hausse des températures ou sinon, dans certains cas, des pluies lessivantes ou, comme on le vit un peu, l'absence de pluie aussi au moment stratégique pour avoir des impacts importants. Sinon, au niveau de l'été,
il y a un risque de perte de rendement dans les sols légers ou compactés. Donc, comment on peut s'adapter à ça? Bien, il y a un mot, porosité, porosité, porosité. Il faut augmenter la porosité de nos sols, la structure. Comment on fait ça? Bien, il faut apporter de la matière organique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a des MRF, comme des bouts de papetière, des fumiers, des engrais verts aussi. Souvent, anciennement, on disait que pour augmenter la matière organique, il fallait du carbone, des résidus stables, tout ça, mais il y a des nouvelles études qui nous disent que la matière plus labile là, des engrais verts a un impact vraiment intéressant au niveau des matières organiques à long terme. Donc, en fait, moi, je n'aurais pas le goût de choisir dans ces trois-là. Quand on a la chance d'avoir la possibilité de faire les trois, on fait les trois pour justement là, essayer d'apporter le plus possible au sol. Puis, il y avait une question, oui, Patricia, de Norma Teasdale. Oui, M. Teasdale. Oui, et, Madame Leduc, est-ce que la présence là, accrue de champignons peut avoir un impact là, avec les changements climatiques? Là, en principe, on aura plus de pluie. Ce n'est pas le cas depuis les 2 dernières années, là, mais en principe, selon les modèles qui ont été montrés tantôt, on aurait plus de pluie. Donc, est-ce qu'on devra aussi composer avec une présence accrue de champignons? On va avoir plus de pluie au printemps, puis à l'automne, puis à l'hiver, mais moins durant l'été. C'est ça que là, pour moi, là, ben, dans certains cas, je pense que oui. Des fois, on a tendance à penser que quand on n'a pas de pluie, ben, il n'y a pas de champignons. J'ai eu la surprise la semaine passée de voir la rhizoctonie dans un champ de soya. Je me dis, ben voyons, je ne comprends pas, ça a été sec, mais la rhizoctonie, c'est un champignon qui est commun dans nos sols. Il infecte le plant en début de saison, par exemple quand on a un printemps frais, mais les symptômes se développent et apparaissent quand il fait chaud et humide, comme on a eu dans les jours là, précédents. Donc, des fois, on pourrait dire, on n'aura plus de problème, mais il y a certains champignons qui vont être là quand même. Mais de là à dire que tous les champignons, ça va être pire, non, je pense que c'est vraiment c'est du cas par cas. Là. Mais normalement, durant l'été, c'est ça va être plus sec. Ça répond à votre question? Oui, mais moi, je pensais surtout à la sclérotina dans le soya. Là, donc, la sclérotina... parce que là, de plus en plus, on fait des couvre-sols, etc. Donc, on garde l'humidité au sol. Là. OK, bon. Le sclérotina, c'est d'autres choses. Le sclérotina, lui, dans un monde parfait, là, il fait entre 20 et 25 degrés. OK? Quand il fait vraiment chaud, là, qu'il fait 30, 35, il n'aime pas ça du tout. Donc, dans ce sens-là, moi, je n'aurais pas tendance à penser que ça va être pire. Là. Depuis quelques années, avec le MAPAC, font des dépôts de sclérotes où ils suivent dans des champs, ils déposent dans un lieu identifié dans le champ des sclérotes, puis ils suivent tout au long de la saison pour voir les conditions qui font que ça germe. Puis ça confirme vraiment ce que la littérature nous dit. Là. On l'a vu l'an passé, à un moment donné, il a fait très chaud. Là. Soit qu'il ne germe pas, puis sinon, il sèche. Là. Ce n'est pas des conditions optimales pour ça. Donc, si on a des températures plus chaudes, le sclérotina, il n'aimera pas ça. Ça, c'est certain. Donc, mais encore là, le sclérotina, ben, l'idée, c'est souvent, ça va être de faire du 30 pouces, d'avoir de l'air là, dans nos champs qui sont sensibles à ça. Ça répond-tu mieux à votre question? Oui, c'est parfait, merci. Ça fait plaisir. Sinon, au niveau des risques de perte dans les sols légers, ben, pour s'adapter encore là, il faut structurer le sol. Ben, pourquoi? Parce qu'on veut avoir la meilleure exploration des racines possible pour aller chercher l'eau. L'autre chose aussi, quand on a un sol mieux structuré, c'est surtout dans les sols où on a de l'argile, on a plus de micropores. Puis c'est vraiment ces micropores-là qui aident à retenir l'eau. Parce que sinon, l'eau, elle passe tout droit, puis on n'a pas autant. Puis l'autre chose, peut-être une arme secrète, ben, c'est les mycorhizes. Les mycorhizes, c'est des petits champignons microscopiques non nuisibles.
Puis eux autres, dans le fond, c'est comme ça nous fait des petites racines invisibles. Ils colonisent nos racines, puis ils aident, entre autres, à l'absorption de l'eau. Donc, ça, c'est sûr qu'en faisant du semi-direct, on les favorise également. Ici, on voit des exemples au niveau du trèfle, luzerne. Je sais qu'on est dans une conférence pour les producteurs de grains. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est sûr que l'ajout de plantes fourragères pérennes, ben, c'est quelque chose de bénéfique aussi là, au niveau de la rotation. Là. Finalement, à l'automne, ben, une fin de croissance plus tardive. Présentement, on parle de la fin de la période de croissance, justement, quand on a pu 5,5 degrés pendant 5 jours et plus. On avait le 17 novembre. Ça irait au 27 novembre. Donc, comme mentionné précédemment, un allongement de la saison de croissance avec un peu plus de pluie. Donc, si on a un peu plus de pluie, si on ne veut pas jouer dans la boîte, pas faire de compaction, ben, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement bénéficier d'hybrides qu'on va garder non plus trop longtemps au champ. Là, on se souvient de 2019. Donc, dans les événements extrêmes, ce qu'on est certain, c'est qu'il va y avoir moins de vagues de froid extrême, plus de vagues de chaleur plus longues puis plus chaudes. Des choses au niveau des modèles, c'est moins évident, mais qu'on est presque certain qu'il va y avoir plus d'événements de pluie extrêmes et intenses, plus de cellules orageuses. Des choses qui sont vraiment, les modèles ne nous renseignent pas, c'est tout ce qui s'appelle verglas, grêle, puis rafale de vent. Rafale de vent, on parle plus que des cycles de vent, des cycles de 10 ans où on a plus de vent. Mais c'est sûr que si on a plus d'orage, ben, on pourrait avoir plus de vent. Mais encore là, cette année, hein, on a eu un début de saison très venteux, mais ça, c'est pas supposé d'être associé nécessairement au changement climatique. Donc, en conclusion, ben, il faut diversifier un peu nos rotations, nos champs, nos manières de lutte pour limiter nos risques. Les problèmes aussi, ça génère des innovations, puis c'est vraiment important de les partager. Ça, là-dessus, au niveau des réseaux sociaux, ont quand même des côtés intéressants. C'est un exemple de 2019 où justement, il y avait des problématiques au niveau de la récolte du maïs. Puis, les gens, je trouvais ça super bien. Les gens partageaient leurs trucs, puis j'ai essayé ça, puis tout ça. Donc, ça, vraiment, là, de le partager en temps réel, là, c'est vraiment utile. Sinon, il y a des sites, ceux qui sont familiers avec les réseaux sociaux, Culture de couverture du Québec, là, où il y a vraiment des beaux échanges là-dessus. Sinon, si vous voulez en savoir plus sur ça, ben, il y a le site du projet Agri-Climat où vous pouvez trouver pour chaque région le résumé. Il y a des belles fiches de fait par production d'à peu près 6-7 pages là, sur les principaux impacts, les changements climatiques. Il y a la fiche des grandes cultures pour la Montérégie. Il y a également si vous allez sur ce site-là, vous avez accès à des webinaires qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années. Sinon, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une suite au projet Agri-Climat. Donc, il va y avoir des fermes pilotes qui vont être recherchées parce que ce que les gens ont beaucoup demandé aussi durant le projet Agri-Climat, c'est ben, moi, j'en fais-tu des gaz à effet de serre chez nous? J'en fais-tu beaucoup? Je pourrais-tu les réduire? Donc, oui, ça fait partie un petit peu de la suite de développer un outil pour un peu caractériser ça, parce que, puis souvent, les mesures d'atténuation pour les diminuer les gaz à effet de serre, bien, vous avez vu dans les mesures pour s'adapter, c'est aussi souvent des mesures d'atténuation là, pour produire moins de gaz à effet de serre. Donc, au cours des 3 prochaines années, là, il va y avoir des travaux qui vont se faire là, par rapport à ça. Donc, ça met fin. J'ai une question. La période de référence pour les statuts. Bon, merci Alain. Je vais essayer de vous renseigner. C'est pas toujours évident. Puis de toute façon, les marchés, un jour, c'est limit down, le lendemain, c'est quasiment l'inverse, limit up. Alors, on va suivre cette actualité et puis essayer de décortiquer les principaux facteurs. Prochaine, s'il te plaît, Elia. Alors, le plan de la présentation, bon, vous qui me suivez, vous le connaissez, c'est le schéma habituel.
Je vais vous parler des offres et des demandes américaines, puis on va couvrir le marché international et finir avec le marché local. Alors, commençons par l'USDA et les offres et demandes. Et la première, évidemment, très importante, celle du maïs. Commençons, si vous voulez bien, par la colonne de gauche, 2020-2021. Et puis, si vous voyez, les exportations des États-Unis ont eu vraiment un programme d'exportation foudroyant avec 2 850 millions de boisseaux. Je vous dirais principalement à cause de la Chine. Et on le verra plus tard, la Chine est arrivée en masse dans le marché du maïs et ça a fait toute la différence. Par ailleurs, la production l'année passée était moyenne, environ 14,2 milliards de boisseaux, ce qui fait qu'on a fini avec des stocks de report assez bas, même très serrés, 1107 millions de boisseaux. Alors, quand on regarde maintenant la colonne de droite 2021-2022, on va commencer l'année donc avec des stocks de report qui sont serrés. Évidemment, il y a toute la question, des superficies et deuxièmement, du rendement. Les superficies, on avait eu des intentions que le marché avait dit étaient trop basses, donc on attendait le rapport du 30 juin des superficies ensemencées. Les intentions étaient à 91,1 millions d'acres et le marché s'attendait à une hausse assez spectaculaire. On parlait d'environ 94 millions d'acres. Puis regardez dans le petit encadré à droite, eh bien non, on n'a pas eu 94 millions d'acres, mais juste 92,7. Alors évidemment, ça change un peu la donne. C'est certain que ça va augmenter la production qui était estimée à 14, on va dire 15 milliards de boisseaux. Là, on va parler d'environ 15,275 milliards de boisseaux. On descend un peu plus bas dans les chiffres. L'USDA nous parle d'un programme d'exportation en 2021-2022 plus raisonnable, plus limité, avec 2 450 millions de boisseaux. Est-ce réaliste compte tenu des achats chinois qui ont été faits dans le mois de mai? C'est discutable. Je serai le premier à vous dire que ce chiffre est probablement trop conservateur. Donc, on finit avec les stocks de report. Si on prend l'ancienne superficie et les intentions, on était à 1357. Avec les nouvelles superficies ensemencées, on est à 1642. La dernière question qui se pose, évidemment, c'est le rendement. Vous voyez ici un rendement à 179,5 boisseaux de l'acre, ce qui est un record. Pourtant, les conditions climatiques aux États-Unis n'ont pas été parfaites, loin de là. Mais en tous les cas, on va voir ce que fera l'USDA lundi prochain, s'ils toucheront ou pas à ce rendement. Alors, tout ça pour vous dire, on est quand même dans un scénario serré pour l'an prochain, et ce, à la limite, quel que soit le rendement. Suivante, Eliane. Alors, maintenant, regardons un petit peu la production d'éthanol aux États-Unis. La moyenne, comme vous pouvez le voir dans la ligne 2018-2019, tourne un petit peu au-dessus d'1 million de barils par jour. Et puis, évidemment, si on regarde 2019-2020 dans les colonnes, il y a eu la fameuse pandémie qui est arrivée, le confinement en mars-avril. Et avec le confinement, la demande d'essence et d'éthanol avait littéralement plongé. Elle a commencé à remonter, je vous dirais, à partir de juin-juillet avec le début d'un certain déconfinement, mais on était loin de retourner à la normale. La bonne nouvelle, par contre, c'est que depuis, je vous dirais, et on le voit dans la ligne hachurée blanche, depuis quelques semaines, la production d'éthanol est revenue à la normale aux États-Unis, au-dessus du seuil d'1 million de barils par jour, tout simplement parce que, bon, la pandémie commence à tirer à sa fin et puis l'économie, disons, roule tout à fait normalement et même assez rapidement aux États-Unis. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la demande d'éthanol. Suivante. Alors ici, je vous montre les exportations de maïs des États-Unis les 12 dernières années.
Comme vous pouvez le voir, en 2020-2021, on était à un pic avec 2850 millions de boisseaux. D'après l'USDA, on rebaisserait un petit peu pour l'année qui va commencer à 2450, mais reste à voir si c'est réaliste ou pas. Mais en tous les cas, c'est quand même un niveau d'exportation très solide. Suivant. Alors, les stocks, on en a parlé. Là, je vous les mets un petit peu en perspective depuis 2010. Il faut quand même noter que pour l'année qui se termine, 1107 millions de boisseaux, c'est quand même un niveau très bas. Oui, on est un peu plus élevé qu'en 2012-2013, mais c'est quand même très serré. Et puis, remarquez, pour l'an prochain, 1357, ça demeure très serré. Évidemment, maintenant, ce chiffre va probablement changer lundi prochain avec le nouveau chiffre de production que l'USDA va nous apporter compte tenu des superficies ensemencées. Prochaine, s'il te plaît. Alors, maintenant, le contrat courant du maïs. Voici un survol des 12 derniers mois. Le contrat courant s'est apprécié de près de 121 en un an, donc plus que doublé. Mais derrière cette belle courbe se cache quand même une très grande volatilité, comme Alain l'a dit tantôt. Le mercredi passé, par exemple, on a eu le rapport des superficies ensemencées. On était en limite haussière, les métapes. Aujourd'hui, les prévisions météo du Midwest sont quand même assez bonnes. On était en limite, cette fois baissière, limite down. Ou bien, pour reprendre les courriels de ma productrice préférée, Madame Delforge. Madame Delforge m'avait envoyé à un moment donné un courriel un petit peu paniqué me parlant de la dégringolade des marchés. J'étais en vacances ce jour-là, je reviens le lendemain, le temps que je réponde à son courriel, la bourse avait remonté 30 cents. Alors, vous voyez, un marché quand même très volatile. Suivante. Passons maintenant au soya. Alors, la première surprise dans le rapport du 30 juin des superficies ensemencées pour le soya, c'est qu'il n'y a eu aucun changement par rapport aux intentions. Donc, on était à 87,6 millions d'acres et on reste là où on était. Ce qui fait que l'offre et la demande du soya, du point de vue évidemment de la production, si l'USDA ne change pas le rendement estimé à 50,8 boisseaux de l'acre, on parle toujours d'une production de 4,4 milliards de boisseaux, ce qui veut dire qu'on finirait avec des stocks de report, comme on le voit ici, à 155 millions de boisseaux, ce qui est très serré, un petit peu moins serré que l'an passé, mais quand même, regardez en nombre de journées d'utilisation, on parle juste de 13 jours. Alors, c'est quand même un scénario très serré pour la fève chez nos voisins. Suivante. Ici, je vous montre cette fois les exportations de soya sur les 12 dernières années. Vous voyez quand même, il y a eu un cycle. On était sur une tendance haussière jusqu'en 2017-2018 et après ça, il y a eu la baisse. Vous vous rappellerez, il y a eu deux facteurs derrière la baisse brutale en 2018-2019 et 2019-2020. D'une part, la Chine a eu la peste porcine africaine qui a décimé le cheptel porcin là-bas. On parle de pertes allant jusqu'à 30 ou même 40% des porcs sont morts en Chine. Et donc, évidemment, la demande de grains et de tourteaux de soya a chuté. Et l'autre facteur, rappelez-vous, il y avait évidemment M. Trump au pouvoir à ce moment, la guerre commerciale avec la Chine, et donc les Chinois, ayant déjà besoin de moins de soya, ont quasiment arrêté d'acheter des États-Unis. Comme vous voyez, on rebondit pour 2020-2021 à 2280 millions de boisseaux. Les deux mêmes raisons, mais cette fois en sens inverse. D'un côté, la Chine a maîtrisé la peste porcine africaine chez eux et sont en train de rebâtir à toute vitesse le cheptel porcin. Donc, la demande de grains et de tourteaux rebondit. Et d'un autre côté, dans la dernière année de pouvoir de M. Trump, il y a eu quand même un accord commercial avec la Chine et la Chine s'est engagée à augmenter considérablement ses achats agroalimentaires aux États-Unis. Maintenant, pour 2021-2022, l'USDA a un chiffre
élevé, mais disons un petit peu peut-être conservateur, 2075 millions de boisseaux. C'est à suivre, ça va dépendre en grande partie de la demande chinoise. Suivante, s'il te plaît. Alors ici, un petit peu le même survol des inventaires depuis 12 ans, mais cette fois pour le soya. C'est sûr, si vous regardez 2018-2019, avec l'arrêt quasiment complet des achats chinois, les stocks de soya avaient complètement fracassé tous les records aux États-Unis, mais depuis, ils ont fondu. Et puis, à 135 millions de boisseaux, on se retrouve quasiment aussi serré qu'en 2013-2014. Et pour l'année qui s'en vient, quand même des stocks qui demeurent très bas. Suivant. Il y a une question, Mme Liliane Charette. Oui, oui. Ou Monsieur, je sais pas. Allez-y, on ne vous entend pas. Bon, peut-être tantôt, on ne vous entend pas, le micro votre micro est fermé. Bon, de toute façon, on reviendra à la fin. La suivante, s'il te plaît, Yann. Alors, le contrat courant du soya, les 12 derniers mois, on a eu une hausse d'environ 67% de la valeur du contrat courant. À nouveau, le même commentaire que pour le maïs. Derrière ce beau graphique se cache une volatilité extrême. Aujourd'hui, les contrats de soya ont baissé de 70-80 cents. Mercredi passé, c'était l'opposé. Alors, attachez vos tuques. On n'en a pas fini avec ces hauts et ces bas. Prochaine. Maintenant, une vue d'ensemble des superficies ensemencées de maïs, soya et blé aux États-Unis depuis 2010. Ce qui ressort comme une tendance très claire, c'est qu'il y a eu une hausse des superficies de soya. Et je vous dirais principalement aux dépens des céréales et donc du blé, même si maintenant il y a une certaine stabilisation. Bon, il y avait de la demande chinoise pour la fève, et le blé était moins intéressant, le prix n'était pas nécessairement au rendez-vous et les producteurs américains se sont tournés de plus en plus vers la fève aux dépens du blé, alors que le maïs, lui, comme vous pouvez le voir, s'est quand même maintenu à travers les années. Suivante. Alors maintenant, regardons plus en détail les superficies ensemencées, j'en ai déjà parlé. Commençons par le maïs. Donc, l'an passé, 90,8 millions d'acres. Cette année, 92,7. Il y a quand même une augmentation d'1,9 million d'acres, mais, rappelez-vous, le marché n'attendait pas 92,7, mais attendait plutôt 94 ou même plus. Pour le soya, on parle d'une augmentation encore plus considérable de 4,5 millions d'acres. Mais à nouveau, le marché s'attendait à un chiffre plus élevé autour de 88,5. La seule surprise additionnelle, si on veut, c'est celle du blé. On ne s'attendrait pas à celle-là, mais la superficie du blé augmente. Je vous dirais que c'est quasiment la première fois depuis plusieurs années qu'on a une hausse un peu significative du blé aux États-Unis. Le résultat, c'est que pour les trois principaux grains, on parle d'une superficie combinée de 227 millions d'acres contre 218,2 en 2020. La prochaine, s'il te plaît. Alors maintenant, passons au taux de change. Très important, évidemment, le taux de change du dollar américain par rapport à notre devise, qui est un des principaux facteurs d'ailleurs derrière la valeur des bases locales. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Le UR, depuis 12 mois, s'est apprécié fortement. À un moment donné, on était rendu dans les 83 cents. Là, on a rebaissé plutôt à 81, mais quand même une forte remontée, due en bonne partie, il faut le dire, au prix des matières premières qui ont rebondi. Et là, évidemment, je pense au pétrole. La prochaine. Un autre taux de change à surveiller, et parfois on n'y pense pas au Québec, c'est le réal brésilien. C'est que le Brésil est maintenant une superpuissance dans le marché mondial des grains, devenu un très gros exportateur, premier exportateur au monde de soya, et ces dernières années, souvent deuxième exportateur mondial de maïs.
Alors évidemment, l'évolution de Réal a un impact sur la compétitivité des grains brésiliens dans le marché. Ce qu'on peut dire quand même sur les 12 mois, là, quand vous regardez ce graphique, bon, il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, pas de changement majeur, pas de tendance. En bon français ou franglais, on dirait plutôt flat quand on prend les hauts et les bas. La suivante. Alors maintenant, on va aller à l'international et justement, parlant du Brésil, regardons la production de maïs et de soya. Je vous rappelle, on parle ici de l'hémisphère sud, donc je vous dirais, regardez les colonnes du milieu, parce que 2021-2022, c'est à toute fin pratique l'année prochaine. Donc, les colonnes du milieu, le soya est fini. On sait que c'est une production de 137 millions de tonnes, donc ils ont établi un nouveau record. Ce qui est plus intéressant, par contre, c'est la colonne du maïs. Je vous montre un chiffre de 99 millions de tonnes, mais ce chiffre, je vous le dis tout de suite, est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 récoltes de maïs au Brésil et c'est la deuxième qui est la plus importante, qui représente environ 80% de la production globale. Or, la deuxième récolte de maïs, qu'on appelle safrina, elle est semée après le battage de la fève. Et cette année, il y a eu du retard. La fève a été semée en retard, a été battue en retard, ce qui fait que le maïs safrina a été semé très tardivement. Et pour eux, ça a été l'enfer parce qu'après avoir semé avec beaucoup de retard, ça a été la sécheresse. Et pour couronner le tout, la semaine passée, 3 épisodes de gel, oui, j'ai bien dit du gel au Brésil, 3 nuits consécutives dans le sud et le centre du Brésil. Tout ça pour vous dire que le chiffre que je vous montre, 99 millions de tonnes, qui date du mois passé du rapport du USDA, est totalement périmé. Les analystes au Brésil parlent maintenant de production qui tournerait autour de 85 à 87 millions de tonnes et je vous dirais que c'est probablement encore optimiste. Alors, c'est à suivre et c'est quand même très important. Maintenant, évidemment, les colonnes de droite, c'est des pures prévisions à ce stade-ci. On est encore loin des cycles des semis. Le soya commencera à être semé au Brésil après la mi-septembre. Prochaine, s'il te plaît. Alors, évidemment, si on parle de production, on va parler d'exportation, puis à nouveau regarder les colonnes du milieu. L'USDA pense que le Brésil exportera donc 86 millions de tonnes de soya, probablement un petit peu conservateur. Ce chiffre probablement finira plutôt à 88 ou même 90 millions de tonnes. Mais par contre, regardez le maïs, 33 millions de tonnes, mais c'est basé sur une production totalement artificielle et qui n'est plus plausible. La réalité est que le Brésil va probablement exporter au mieux 20 millions de tonnes de maïs, puis je vous dirais probablement moins que ça, et donc ça a quand même un impact sur le marché mondial. Suivante. On passe maintenant à l'Argentine, gros producteur de maïs et de soya. Comme vous pouvez le voir, les fluctuations ici sont un peu moindres. Pour l'année en cours, à nouveau, regardez les colonnes du milieu. On parle de 47 millions de tonnes de maïs et 47 millions de tonnes de soya, en baisse quelque peu par rapport à l'an passé, mais rien de dramatique. Puis probablement que ces chiffres de 47 millions de tonnes finiront un peu plus haut. Donc, en gros, aucun changement majeur. Suivante, s'il te plaît. Alors, le résultat, c'est que les exportations de maïs de l'Argentine, ben écoutez, on monte 34 millions de tonnes, mais c'est quand même très proche du niveau de l'an passé. Je ne vous montre pas ici le soya parce qu'à cause des tarifs douaniers en vigueur, l'Argentine exporte principalement du tourteau et non pas de la fève. Suivante, s'il te plaît. Alors, la Chine, évidemment, le plus grand acheteur mondial de grains, la Chine a un impact énorme sur les marchés. Commençons d'abord par le soya. On a eu une baisse assez dramatique en 2018-2019 où la Chine n'a importé que, c'est drôle à dire, avec 83 millions de tonnes, on parle d'achats désastreux, mais bon, c'était à cause de la peste porcine africaine, à cause de la guerre commerciale.
Depuis, on a rebondi pour l'année qui s'achève, 100 millions de tonnes, un nouveau record, et l'an prochain, très probablement, un autre record, 103 millions de tonnes. Ça, c'est, disons, assez prévisible. Par contre, quand on regarde le maïs, c'est beaucoup plus surprenant parce que habituellement, la Chine importe très peu de maïs, 3-4 millions de tonnes. Puis regardez pour l'année en cours, 26 millions de tonnes, un record mondial. Du jour au lendemain, la Chine, qui importait très peu de maïs, est devenue le premier acheteur mondial. Et pour l'année qui s'en vient, 2021-2022, à nouveau, l'USDA prévoit des importations records de 26 millions de tonnes. Suivante. Alors, la fameuse demande chinoise. On a eu donc des importations records en 2020-2021. La question clé est, vont-elles se poursuivre en 2021-2022? Il faut quand même souligner que les achats chinois de maïs américains pour 2021-2022, donc pour l'année prochaine, totalisaient déjà 10,7 millions de tonnes au 20 mai. Donc, 41% de l'estimation de l'année prochaine était déjà réalisée au 20 mai. Puis moi, je serais le premier à vous dire que probablement que l'estimation de 26 millions de tonnes pour l'an prochain est trop basse. Par contre, il faut quand même souligner quelque chose. Les Chinois ont acheté comme des fous au mois de mai, puis depuis le 20 mai, ils ont été totalement absents du marché du maïs. Alors, est-ce que c'est une interruption temporaire ou un arrêt plus durable? Moi, je serais de la première opinion, mais c'est certain qu'il y a des gens dans le marché qui vous diraient que pour des raisons politiques ou autres, cet arrêt des achats de maïs pourrait quand même durer plus longtemps. À suivre. Finalement, un petit portrait global des exportations de blé. Ici, je vous montre 4 principaux exportateurs, Australie, Union européenne, Russie et Ukraine. Ce qu'il faut retenir, on parle principalement ici de céréales d'automne. Donc, pour l'année qui s'en vient, 2021-2022, la Russie devrait avoir un programme record, l'Ukraine un programme très fort. L'Union européenne, on montre 33 millions de tonnes, mais en fait, ils pourraient même exporter plus. En fait, pour les céréales d'automne, actuellement, dans l'hémisphère nord, ça va bien, même très bien. Donc, on peut s'attendre quand même à une excellente production de blé qui va peut-être venir concurrencer dans une certaine mesure le maïs dans le marché fourrager mondial. C'est quelque chose qu'il faudra garder à l'œil. Suivante, s'il te plaît. Il y avait une question, M. Tisderge. Oui, concernant les importations des Chinois au niveau du maïs, là, on parle du maïs qui vient en provenance des États-Unis. Là, on parlait de 26 millions de tonnes. Mais c'est-tu parce qu'ils ont changé leur type de consommation ou c'est parce qu'ils ont délaissé d'autres marchés? Autrement dit, est-ce qu'ils achetaient auparavant du maïs de d'autres pays, puis là, maintenant, ils se tournent vers les États-Unis? C'est une excellente question. Je vous dirais, ils achètent du maïs principalement des 3 fournisseurs, États-Unis, Argentine et l'année passée, Brésil. Cette année, comme je l'ai dit, il va y avoir beaucoup moins de maïs brésilien. Alors, je vous dirais, ça va être principalement États-Unis, Argentine. Et votre question est excellente parce que pourquoi cette demande incroyable de maïs du jour au lendemain? Écoutez, M. Tisdale, pour faire une longue histoire courte, je vais vous répondre, puis on est entre nous, je ne crois pas qu'il y ait un journaliste qui nous écoute. La réponse est bien simple. Les Chinois mentent. Ils mentent de manière ouverte. D'après eux, ils ont eu une excellente production de maïs en Chine cette année, un quasi-record. C'est faux. La réalité, c'est qu'ils ont eu des conditions très difficiles au mois d'août et de septembre. Ils ont eu 3 cyclones qui se sont abattus sur les régions du maïs. Et ce que beaucoup de gens pensent, c'est que tout simplement, la production de maïs a baissé là-bas et surtout, la qualité a dégringolé. Et ils se sont retrouvés avec un déficit énorme de maïs qu'ils devaient combler. Et d'ailleurs, quand on regarde les achats de maïs de la Chine, c'est différent du soya. Le soya, c'est des compagnies
privées, ou on va dire semi-privées chinoises qui achètent. Le maïs, c'est des compagnies d'État. C'est carrément des compagnies étatiques qui viennent acheter à coups de millions de tonnes. On parle, quand ils viennent dans le marché, c'est 1 million et demi de tonnes à chaque shot, ce qui est quand même énorme. Ça démontre, pour moi, de manière très claire, que le gouvernement chinois a réalisé qu'ils avaient un besoin énorme de maïs à cause justement de très mauvaises récoltes et qu'il fallait le combler au plus vite. Alors, bon, ben, maïs américain, argentin, puis évidemment, ces temps-ci, il n'y aura pas de Brésilien, alors ça va être États-Unis, Argentine. Et dans le cas du maïs américain, ça répond aussi à l'accord commercial États-Unis-Chine, donc il y a aussi un certain angle politique. Mais je vous dirais, au-delà du politique, il y a un besoin réel que personne n'a vu parce qu'officiellement, je le dis à nouveau, officiellement, la Chine a eu une excellente production de maïs cette année. Puis, c'est quand même drôle à dire, mais il y a eu des analystes en Chine qui ont sorti leurs propres études. 2 d'entre eux, dans les dernières semaines, ont été emprisonnés. Alors, mettons que personnellement, je ne ferai pas un tour en Chine dans les mois qui viennent, surtout après avoir dit qu'ils mentaient. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond, mais oui, effectivement, il n'y a probablement pas de journaliste qui écoute ça, mais toute la conférence est enregistrée, alors moi, je ferai attention, là. Ah, je vous dis, je ne suis pas prêt de retourner en Chine, même pas pour une escale, non. Bon, on va continuer. Bon, maintenant, évidemment, le marché local. Allons-y. On va commencer par le rapport de Statistique Canada du 29 juin, les ensemencements. Commençons par le Canada. Ce qu'on peut en retenir de manière très claire quand on regarde 2021, c'est qu'il y a une forte augmentation des oléagineux, le canola et aussi le soya, principalement aux dépens des céréales. Vous voyez, la superficie du blé baisse, celle de l'avoine aussi. Par contre, vous pouvez voir, l'orge augmente, mais je vous dirais que c'est simplement à cause des prix très élevés de l'orge fourragère que l'Alberta et la Saskatchewan ont connu. Donc, c'est les oléagineux, c'est les producteurs qui répondent aux signaux du marché. La prochaine. Le même constat peut se faire en Ontario. Regardez, baisse du blé, petite augmentation du soya, parce que je vous dirais quand même, le soya est la première culture, domine en Ontario. Donc, ils arrivent proche d'un certain plafond. Un petit fait à noter quand même, c'est que l'avoine baisse beaucoup. C'est sûr, c'est une petite récolte en Ontario, mais quand même, on dégringole à 29 000 hectares, alors qu'il y a quand même l'usine de Quaker Oats qui est le principal utilisateur d'avoine. Donc, peut-être, disons, plus de débouchés pour l'avoine du Québec l'an prochain. Suivante. Maintenant, au Québec, vous connaissez les chiffres. Donc, la superficie du maïs ici, quand même très proche de celle de l'an passé. Le soya qui augmente significativement et qui redevient pour la 2e année, donc la première culture au Québec. Les céréales baissent, je pense en partie parce que l'an passé, les producteurs ont eu de mauvaises expériences. Les rendements des céréales avaient été très bas, pour ne pas dire désastreux. Donc, vous voyez, baisse du blé, de l'orge. Puis c'est quand même, il faut le dire, dégringolade de l'avoine aussi. Et aussi, par contre, la remontée du canola. Donc, à nouveau, le même portrait, c'est les oléagineux qui dominent. La prochaine, s'il te plaît. Alors ici, voici l'offre et la demande de maïs au Québec. C'est une offre et demande DPGQ, donc je tiens à le souligner. On utilise évidemment les estimations officielles là où elles sont disponibles, mais par contre, les autres chiffres, c'est nos prévisions. Alors, si vous voulez bien regarder surtout la colonne de droite, 2021-2022,
On connaît les superficies ensemencées, donc de Setsi Canada, 359 000 hectares, ce qui fait qu'il fallait estimer un rendement. Bon, mon collègue Étienne et moi, on l'a estimé à 9,8 tonnes l'hectare. Setsi Canada nous donnera leur estimé officiel en septembre. Donc, d'ici là, je vous dirai, ce chiffre est aussi bon qu'un autre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un petit peu la moyenne des dernières années en étant un petit peu quand même conservateur, compte tenu que, bon, on n'a pas eu énormément d'eau au printemps. Un peu plus bas, vous pouvez voir que donc on se retrouverait avec une production, on va dire environ 3,5 millions de tonnes, 3 494. On a estimé la demande à 3 259 000 tonnes. Ce chiffre est important parce que ça sous-entend qu'on revient évidemment à la normale au Québec, parce qu'en 2020-2021, on avait baissé à 31,83 par rapport à un niveau plus normal. C'est l'effet de la COVID, du confinement, qu'on retrouvait aussi en partie en 2019-2020. Donc, si vous voulez, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que la demande va revenir à un niveau normal avec un scénario évidemment de fin de pandémie. Donc, on finirait avec des stocks de report à 450 000 tonnes. Et finalement, plus bas, vous voyez notre fourchette de prix, nos prévisions. On parle d'une fourchette, pour le moment, on utilise 30 $, 275 $ à 305 $ pour 2021-2022, prix moyen au producteur. Donc, si on fait la moyenne, on va dire prix médian 290, comparativement au prix médian de cette année à 270. Donc, on est quand même haussier. Et puis, il faut quand même dire que pour 2020-2021, il y avait quand même eu pas mal de maïs vendu tôt en saison à des prix plus bas. Ce ne sera pas le cas en 2021-2022. Suivante, s'il te plaît. Alors, le Québec, on l'a dit tantôt, on l'a répété, on a eu un mois de mai très sec, des semi-hâtifs. On a eu un déficit hydrique qui, d'après les statistiques, est quand même résorbé dans la plupart des régions, sauf la Montérégie. Écoutez, tantôt on parlait des pluies. Alain Gervais disait qu'il n'a quasiment pas plu chez lui à Saint-Denis. Je suis à Saint-Hilaire, on a eu 1 heure de pluie battante, très forte, alors c'est très variable. Et finalement, le marché, ben, lui, il est en attente. Suivante. Alors maintenant, parlons des prix et des bases courants du maïs. Ici, vous pouvez voir donc le prix du maïs qui avait à un moment donné dépassé les 375 $ la tonne. FAB ferme, je vous le répète, donc quand même des prix très élevés. On a un petit peu baissé depuis, mais on se maintient quand même facilement à 350 $ et plus la tonne de maïs. Les bases, écoutez, ce n'est pas une erreur. Le dernier point que vous voyez en bleu pour les bases, si c'est subitement monté en flèche, c'est tout simplement qu'on a changé de mois et qu'il y a un tel différentiel entre le contrat de juillet et le contrat de septembre dans bourse que la base est subitement montée en flèche. Donc ça, ce n'est pas une erreur. Mais des bases quand même élevées, très fermes, malgré, il faut le répéter, la montée du dollar canadien. Mais il ne faut quand même pas oublier que cette année, on avait une petite récolte de maïs au Québec. Suivante. Alors maintenant, le soya, écoutez, ça a été quasiment fou. Le prix courant du soya, à un moment donné, a atteint les 725 $ la tonne. Le seul hic, et je ne vous apprendrai rien, c'est que la très grande majorité du soya avait été vendue bien avant ça. Beaucoup de soya a été vendu à la récolte ou juste après la récolte. Quand vous regardez d'ailleurs les prix, on était en début de... Regardez vers la gauche, novembre, décembre, on était à 550 $ la tonne. Puis en janvier, on est passé même au-dessus à 600. Alors, il n'y a quasiment plus de fèves à vendre parce que tout simplement, quand les producteurs ont vu ces prix-là à ce moment, bon, ben écoutez, tout s'est à peu près vendu ou presque tout.
ce qui fait que, bon, ce qui reste, c'est des tout petits tonnages. La base, par contre, pour le soya, on parle principalement d'un grain d'exportation. La référence, c'est la base à zéro. La base n'a eu rien d'anormal, d'extraordinaire. Elle est montée à un moment donné au-dessus de 40 cents, mais je vous dirais rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment le prix du marché a suivi l'évolution de Chicago. Suivante, Eliane. Alors ici, voici un aperçu des prix courants. Si vous regardez la première ligne, les moyennes au mois de juin, écoutez, des moyennes extrêmement élevées. 367 $ le maïs, 687 $ soya OGM, ainsi de suite. 300 $ pour l'orge, 348 le blé fourragé. D'ailleurs, ici, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. Si je suis en mesure de vous analyser le marché local, de vous parler des bases, de vous donner tous ces prix, c'est grâce aux données que vous nous envoyez au SRDI. Donc, quand même, je tiens à vous rappeler, la qualité de nos données dépend de votre participation à SRDI. Surtout, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Suivante, s'il te plaît. Maintenant, parlons de ce qui vous intéresse le plus, n'est-ce pas? La nouvelle récolte. Alors ici, bon, regardons le maïs d'abord. Si on regarde l'évolution des bases, les bases étaient en ascension jusqu'en, on va dire, avril-mai. Elles ont chuté depuis quelques semaines, mais elles se sont quand même redressées. Bon, elles ont chuté jusqu'à environ 1,50 $. On est remonté au plus à 1,70 $. Mais c'est quand même des bases plus que correctes. C'est quand même des bonnes bases quand on parle de nouvelles récoltes à ce moment-ci de l'année. Et si vous regardez les prix, si on commence très tôt, au départ, novembre passé, pour la nouvelle récolte, on parlait du maïs à 220, 230 $. On est monté, puis vers la fin de l'année, disons, on était rendu à 240, début de l'année, janvier, février. Puis à un moment donné, on a atteint 250 $ la tonne. Et j'ai eu à ce moment beaucoup d'appels de producteurs qui me disaient, mais Ramzi, voyons donc, 250 $ pour du maïs, pour la récolte, je vais vendre parce que c'est d'excellents prix. Puis moi, je disais, c'est des bons prix, mais il y a de bonnes chances que ça aille mieux. Puis au fur et à mesure, évidemment, la situation s'est resserrée de plus en plus. Puis, écoutez, maïs nouvelle récolte s'est vendu jusqu'à dans les 300 $ la tonne. On a un petit peu baissé, on est remonté. Il y a eu du maïs qui se vend même à au-dessus de 300 $. Alors, la question, si vous la posez maintenant, est-ce qu'on va continuer à monter ou à baisser? Écoutez, actuellement, la bourse joue au yo-yo. C'est limit up un jour, limit down le lendemain. Mais s'il y a une chose qui est quand même claire, je ne peux pas vous dire sûr et certain si on va continuer à monter ou si on va baisser. Mais quand je regarde l'évolution de ce graphique, pour le moment, je vous dirais, je ne vois pas du maïs nouvelle récolte au battage à 250 $. Pour le moment, ça me semble beaucoup trop bas. Alors, ça peut vous donner un peu une certaine indication. La prochaine, s'il te plaît, Eliane. Alors, regardons maintenant le soya. D'abord, si vous regardez la base, et je vous rappelle, la référence, c'est le 0. Les bases du soya sont un peu négatives, mais à part un ou deux creux raisonnablement négatifs. Donc, c'est quand même des bases très correctes. Et puis, bon, le prix du soya, écoutez, c'est pas compliqué. À nouveau, le même commentaire que pour le maïs. Quand le prix du soya pour la récolte a commencé à atteindre 500 $ et plus, j'ai eu beaucoup d'appels de producteurs. Puis on a été à 550, puis à 600, puis on a dépassé le 600, puis on s'est rapproché quasiment de 650 $. Là, on a rebaissé un peu. Donc, à nouveau, la même question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça pourrait baisser? Écoutez, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais vous avez vu, l'offre et la demande aux États-Unis est très serrée. Et puis la demande chinoise, elle est quand même là. Oui, on pourrait baisser à nouveau, mais au moment où on se parle aujourd'hui, je vous dirais, par exemple, compte tenu de ce graphique,
du soya OGM pour la récolte à 500 $, pour le moment, ça ne me paraît pas plausible, ça me paraît beaucoup trop bas. Suivante, s'il te plaît. Alors, en conclusion, pour un petit peu faire un peu le survol, on va commencer par le Brésil. Comme je l'ai dit tantôt, ça a été une saison d'enfer pour le maïs là-bas. Des semis très tardifs, la sécheresse, et puis, pour couronner le tout, le gel. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on parle maintenant? On parle d'une production globale en dessous de 90 millions de tonnes. Certains même disent en dessous de 85 millions de tonnes, comparativement à 102 millions de tonnes. Donc, tout ça pour vous dire que du maïs brésilien dans le marché mondial, ben, il n'y en aura pas beaucoup cette année. Ça, c'est clair. Mon impression, c'est qu'en bout de ligne, la production de maïs au Brésil va même finir plus bas que ça. Après le gel, je vous dirais, on va probablement finir peut-être à 80 millions de tonnes. Comme on dit en anglais, big crops get bigger, small crops get smaller. Maintenant, pour les superficies ensemencées de maïs et de soya aux États-Unis, bon, il n'y a plus d'incertitude. Le rapport est sorti, on sait. Et puis, vous l'avez vu dans les offres et demandes, même avec de très bons rendements, l'année 2021-2022 s'annonce serrée pour les deux grains. Donc, le marché restera nerveux et volatile selon la météo du Midwest au cours des prochaines semaines. Et il faut le dire, avec la pollinisation du maïs qui se rapproche aux États-Unis, au fond, c'est les 2-3 prochaines semaines qui vont compter pour le maïs. Après ça, ben, le rendement sera à peu près fait. Pour le soya, le mois d'août aussi sera important. Et finalement, je vous laisse avec un point d'interrogation. La Chine, écoutez, c'est le premier acheteur mondial de soya, de sorgho, de maïs, de à peu près tous des grains. Donc, ce que fait la Chine, quand elle le fait et comment elle le fait, a un impact énorme, immédiat sur les marchés mondiaux des grains. Et évidemment, beaucoup de questionnements lorsque c'est un pays, on va le dire, assez totalitaire et qui fausse ou maquille l'information. Alors, je crois qu'il y a une dernière diapo, Eliane. Si vous voulez nous contacter, Étienne ou moi, vous avez ici nos courriels, téléphone. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, bon, maintenant, on va ouvrir ça aux questions.